merci à tous les organisateurs, merci au collectif EPSI pour l'organisation de ces 2 journées très stimulantes et pour me donner l'opportunité de présenter une partie de mes travaux aujourd'hui. Donc pour ma part, je suis en thèse à Sciences Po, au CSO et au CERI. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une partie de ma recherche donc, qui porte sur justement la mise en œuvre notamment d'écologie industrielle et territoriale dans les stratégies de planification dans une perspective comparée entre la France et les Pays-Bas. Je compare la métropole d'Amsterdam avec la région Île-de-France. Donc là, dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une analyse plus précise sur l'Île-de-France et sur la mise en place d'instruments qui sont assez proches des ACD qui viennent de vous être présentés. Donc les analyses de flux matière, qui sont des instruments qui sont issus de l'écologie industrielle et territoriale et qui en fait infusent dans l'action publique. Et donc là, le cheminement de ma recherche, en fait, il part vraiment de l'action publique pour ensuite comprendre comment les instruments en fait, ont permis d'équiper l'action publique pour ensuite construire une forme de rationalité autour des enjeux de masse associés aux flux de matière. Donc, comme petite introduction, l'économie circulaire. Je pense que la plupart d'entre vous est familier avec l'économie circulaire. En fait, c'est un peu un nouvel horizon qui est apparu dans les politiques publiques environnementales depuis le début des années 2010, avec un rapport qui est publié par la Fondation Ellen MacArthur en 2012. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est une politique publique, en tout cas une utopie technique, qui émerge de façon fulgurante dans les agendas politiques. Dans l'espace de quelques années, la Commission européenne s'en saisit, les différents États s'en saisissent, et au niveau local, il y a une action tout à fait précise et forte en fait, de villes, de collectivités intercommunales, mais également de régions, qui se saisissent vraiment du sujet économie circulaire et qui mettent en œuvre des stratégies, ou en tout cas des initiatives de bouclage de ces flux, de manière à mettre en œuvre finalement une stratégie d'économie circulaire, à dépasser un petit peu une perspective purement énergétique, pour aller vers une forme de bouclage matériel des flux qui sont dans des systèmes particuliers. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle de cette montée en puissance dans les politiques publiques, on a aussi beaucoup de travaux pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que l'économie circulaire et comment ça s'appliquait concrètement, quelles étaient les limites aussi de celle-ci. Et donc, de façon assez intéressante, on se rend compte qu'il y a aussi de plus en plus une forme de consensus scientifique sur le fait que l'économie circulaire, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, c'est un peu une nébuleuse avec différents concepts, un petit peu un buzzword, avec différentes perspectives. Donc, je cite notamment Coronel qui dit c'est finalement un concept superficiel et désorganisé, finalement une collection d'idées vagues et distinctes provenant de plusieurs domaines et des concepts semi-scientifiques. Voilà, donc un petit peu à l'image de la Fondation MacArthur qui finalement nous a produit, qui produit un peu des grands ensembles mettant en évidence comment est-ce qu'on peut circulariser les flux biotiques et abiotiques. Voilà, l'économie circulaire finalement se repose sur un terreau scientifique relativement faible et assez éparpillé par rapport à différentes traditions scientifiques. Donc en fait, moi c'est un petit peu cet étonnement qui était au début de ma recherche. Comment expliquer qu'un concept aussi peu caractérisé, aussi flou et aussi, comment dire, une utopie technique qui manque de matérialité, de tangibilité, comment est-ce que ça se fait que celle-ci se développe de façon aussi forte et aussi claire dans les politiques publiques. Donc c'est un petit peu le fondement de ma recherche en thèse. On prend un petit peu un examen des fondements sociologiques de l'action publique portant sur le bouclage des flux matières. Donc là on va y venir. C'est que quand il s'agit de comprendre comment saisir un sujet aussi diffus, aussi large et aussi peu tangible, je me suis rendu compte que quelque chose était assez structurant dans les stratégies d'économie circulaire qui sont développées dans différents niveaux, différentes échelles territoriales, ce sont les AFM, donc les analyses de flux de matière. Donc les analyses de flux de matière, elles sont, en fait, quand vous regardez les stratégies dans différentes collectivités, dans différentes régions, différents États, en fait, qui ont vraiment commencé à structurer leur stratégie, les analyses de flux de matière, en fait, apparaissaient comme des diagnostics initiaux qui étaient essentiels pour objectiver ces flux de matière. Donc un peu un premier exercice statistique, si vous voulez, pour créer une action publique sur la question et créer une forme d'intelligibilité collective sur ces thématiques nouvelles qui finalement émergent un peu comme un nouvel objet pour les acteurs publics. Donc finalement, les AFM sont des méthodes d'évaluation qui permettent de quantifier les flux circulants dans un ensemble donné, donc dans un système qui peut être industriel mais aussi territorial, dans lequel les flux rentrent, circulent et sortent. Donc concrètement, les visualisations des AFM, c'est ça. Donc c'est finalement des flux qui finalement arrivent sur la gauche,
qui circulent en fait dans différents postes, différents nœuds en fait, de travail de ces ressources et de transformation de la matière, et qui sortent aussi du système, tous par la droite, avec différents exutoires. Donc on se rend compte que ça c'est le document, ça c'est une visualisation issue d'un travail scientifique sur justement les métaux rares. Et ici, vous avez en fait une appropriation, notamment par la région Île-de-France. Donc ça, c'est un document qui est produit par l'Institut Paris Région, qui est l'agence d'urbanisme, en fait, la plus grosse région de l'agence d'urbanisme de France, et qui en fait produit justement ce type d'analyse en fait pour le compte de la région et des services notamment, des services en fait en charge de la gestion des déchets. On en reparlera. Donc finalement, moi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre finalement comment ces diagnostics sont un petit peu au fondement de l'action publique, comment ceci se construit, et finalement, ma recherche vise à comprendre la trajectoire sociologique et politique de ces instruments qui ne sont pas simplement des instruments techniques, mais aussi des instruments éminemment sociaux et politiques. Donc là, typiquement, j'ai montré tout à l'heure le DPR, là ici, c'est une visualisation par la métropole du Grand Paris, qui pareil en fait a fait focale sur les matériaux de BTP sur son territoire. Donc, quelques choix analytiques. Donc, moi, j'ai choisi d'étudier les AFM, donc un petit peu de façon différente par rapport à toi, Benjamin, c'est que moi, je comprends les AFM comme des instruments d'action publique à part entière. Donc, c'est vraiment saisir l'AFM comme un instrument d'action publique, donc suivant la perspective de Lascaux et Le Gallès, comprendre vraiment cet outil comme un outil politique et social qui construit une forme dont la dimension théorique finalement constitue aussi une forme de positionnement aussi éminemment politique et qui, quelque part, a des conséquences sur la façon dont on construit l'action publique. Donc je m'inscris aussi dans la littérature autour de la sociologie de la quantification, référence Foucault, Desrosières, Porter, Capello, qui s'accompagne finalement d'une montée en puissance d'un corps professionnel associé. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, moi j'étudie vraiment l'économie circulaire et ces AFM, un peu comme participant à un mouvement vers l'hypermétrie. Donc cette idée de quantifier les flux, quantifier finalement ces nouveaux objets qui sont soumis à une forme d'action publique ou en fait faire l'objet d'une gouvernance particulière, et qui s'accompagne, in fine, d'un corps professionnel associé. Donc, récemment, typiquement, c'est des enjeux relatifs à la donnée. Par exemple, on a l'émergence des data scientists, et puis au XIXe siècle, voilà, il y a pléthore de corps qu'on a pu évoquer d'ailleurs dans ces 2 jours, qui en fait sont structurés aussi pour répondre à ce besoin d'hypermétrie et répondre à ce besoin de quantification pour intervenir sur de nouveaux objets et sur de nouvelles formes d'action publique. J'ai choisi de faire une monographie sur le cas francilien. Donc, je vous dis, ma thèse est dans une forme de comparaison entre les Pays-Bas et la France, mais j'ai choisi vraiment de faire une focale sur le cas francilien. Alors, petite rigueur, c'est un terrain que je viens de terminer. Donc finalement, c'est la première fois que je présente un papier sur le cas parisien. Du coup, voilà, ça va être un moyen aussi pour moi ça m'a permis déjà de clarifier un peu les choses. Et aussi, voilà, je suis très heureux d'avoir vos retours un peu sur ce terrain particulier. Mais alors voilà, j'ai choisi ce terrain pourquoi? Parce que c'est un terrain idéal typique, avec finalement une montée en puissance des AFM. En fait, il y a pas mal de rapports qui mettent en évidence comment le terrain francilien est un terreau relativement propice pour le développement de ce type de technologie, mais aussi pour le développement de stratégies d'économie circulaire. C'était documenté par Martial Bialex en 2021 pour le compte de l'IPR, par le biais d'études, mais également d'acteurs scientifiques qui ont produit ces analyses de flux de matière. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé à travers une campagne d'entretien, 2 campagnes d'entretien entre 2023 et 2025, et des observations, ainsi que des études de documents de littérature grise. Voilà, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre un petit peu la trajectoire de ces instruments d'action publique dans justement la caractérisation, le cadrage de l'action publique sur les questions de bouclage des flux de matière. Voilà, c'est la question qui m'intéressait. En quoi l'EIT et ses ingénieurs ont-ils, par le biais de la quantification des flux de matière, participé à l'émergence de l'économie circulaire comme motif d'action collective sur le territoire francilien? Quels sont les effets de ce cadrage? Donc, quelques observations. Alors, je vais, dans la contribution à D0 que je vous ai partagée il y a quelques jours, j'ai choisi d'orienter mes observations autour de 3 points. 3 en fait, étapes successives de l'utilisation finalement de ces analyses de flux de matière et de l'impact de ces analyses de flux de matière. Donc le premier moment, c'est celui de l'objectivation de ces flux. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que ces ingénieurs de l'EIT, j'ai une acception assez large des ingénieurs de l'EIT, c'est vraiment des ingénieurs qui sont formés aux enjeux de l'EIT, ne sont pas nécessairement des ingénieurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on a pas mal aussi d'acteurs qui sont issus de formation type urbanistes, etc., et qui ensuite sont formés dans le cadre de leur parcours professionnel à l'EIT par justement la mobilisation, voilà, par le biais de séminaires ou par le biais de formations continues. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadrage un peu des stratégies d'économie circulaire à niveau européen et national, en fait, le bouclage est vu comme une fin en soi. C'est intéressant parce qu'on a un peu une forme
béatisme autour du bouclage, qui est assez marqué en fait, dans la littérature scientifique autour des économies circulaires, mais également dans les documents de politique publique, cette idée que finalement le bouclage c'est un idéal type. C'est typiquement ce que dit Templeman en 2016, qui lance un idéal type, jamais atteignable, et sous certaines conditions souhaitables, qui pourrait guider la transition socio-écologique. C'est vraiment opérer une distinction entre les flux linéaires d'une part et les flux circulaires de l'autre. Donc in fine, ce bouclage comme impératif, comme horizon normatif, finalement conduit à des objectifs relativement flous. Des objectifs relatifs qui est de dire en fait, d'ici 2030, l'économie européenne devrait être 50% circulaire. D'ici 2050, elle devrait être 100% circulaire. Et une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a rien dit. Et ce qui est intéressant, c'est que le travail, finalement, le début du commencement de ces stratégies d'économie circulaire, en fait, s'est posé la question assez rapide de la caractérisation du bouclage de circuit. Pour aller à 50% ou à 100%, de quoi on part. Et donc, finalement, ce qui est intéressant dans le cas parisien, c'est que les EFM sont apparus comme des dispositifs disponibles éprouvés, donc ils ont été mobilisés dans d'autres métropoles, dans d'autres régions, pour en fait structurer une première objectivisation et une première action publique pour cadrer un petit peu les priorités des acteurs et cadrer les instruments. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le contexte francilien, on a la présence d'un réseau scientifique préexistant, donc avec les travaux notamment de Sabine Barle, qui est enseignante-chercheuse à Paris 1, qui en fait a dès 2007 en fait, construit en fait, des analyses de flux matière en fait, sur le plan scientifique et qui a été très proche de la ville de Paris pour participer au cadrage d'une action collective sur ces questions d'économie circulaire. Et donc finalement on a tout un réseau d'acteurs qui s'est structuré autour de ces analyses, ces travaux séminaux de Sabine Barle pour construire en fait une forme d'écosystème parisien de la production d'analyses de flux matière dans les cercles scientifiques notamment. Donc, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de ça, en fait, il y a aussi l'utilisation du diagramme de Sankey que j'ai montré tout à l'heure. En fait, c'est aussi une forme de visualisation commune en fait, qui permet de créer une forme d'intelligibilité sur cette objectivisation des flux. Et quelque part, ces ingénieurs en fait, ont été vus comme des recours utiles pour objectiver et en fait, équiper l'action publique sur ces questions. Là, c'est typiquement ce que m'a rapporté un acteur, donc un chargé de mission à la métropole du Grand Paris, sur pourquoi est-ce que la métropole du Grand Paris a mis en place sa propre analyse de flux de matière. Et on voit très bien qu'il y a vraiment des objectifs de situation de la collectivité par rapport à sa performance socio-écologique, mais également par rapport à des objectifs de projection sur du long terme. Rationaliser les flux. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'entreprise d'objectivisation, en fait, l'action de ces acteurs, elle a été utile pour sensibiliser les acteurs de la gouvernance aux équilibres géochimiques du territoire. Donc moi, ce que j'ai vu dans mes travaux et dans mes entretiens, c'est à quel point ces acteurs en fait, qui produisent ces flux matières, en fait, elles sont pas juste là pour les produire et dire voilà, ça existe, c'est comme ça. C'est qu'il y a aussi une forme de mise en problème de ces flux matières. Mettre en évidence, peut-être par le biais de l'EFM, le caractère non soutenable et finalement aussi vulnérable du métabolisme territorial par rapport à ces enjeux biogéochimiques. Et donc finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une présentation relativement problématique de ces flux de matière. Et ce qui est intéressant, c'est que ces ingénieurs et ces acteurs en fait, qui ont contribué à la production des années de flux de matière de FM ont aussi contribué à leur civilisation et leur atterrissage quelque part dans les sphères de l'action publique, par des formes de sensibilisation et de diffusion. Et alors, moi j'ai assisté à pas mal de formations où en fait, les acteurs commençaient leur formation avec les AFM en disant voilà, à l'Augustum on a un problème. En fait c'est intéressant, ça permet en fait, de construire une forme d'intelligibilité collective par rapport à ces sujets. J'accélère un peu. Là typiquement c'est un rapport en fait, de l'IPR encore une fois sur justement les différents flux de matière qui circulent sur le territoire. Donc on a des visualisations que je vous ai montrées précédemment, on a aussi en fait une forme de quantification par le biais tonnes et mégatonnes en fait, des différentes chaînes de valeur. Ah, c'est un peu coupé, c'est pas grave. Donc en fait ce qui est intéressant c'est que ça crée en fait une forme de mise en problématique en fait, qui en fait a permis de structurer en fait, des interventions gouvernementales sur l'économie circulaire depuis depuis ces instruments quantitatifs. Et en fait, ça, au-delà en fait, de cette problématisation en fait, des flux matières comme étant un problème cinétique, comme un problème en fait, des masses qui sont mal gérées entre guillemets, au niveau de ce territoire, ce qui est intéressant, c'est que cette mise en problématique en fait, a permis aussi de construire une proto-action publique sur cette question, donc un réseau d'acteurs finalement techniques qui, au-delà de faire de la quantification, produit en fait une forme de service
auprès de l'action publique, donc par le biais d'AMO notamment, des analyses de maître d'œuvre par exemple, pour en fait accompagner ces acteurs publics dans la mise en œuvre de stratégies de bouclage. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ce réseau, au-delà de produire des analyses matières dans telle qu'elle est, un peu de façon historique, un peu leur compétences traditionnelles, elles ont aussi contribué à construire en fait une structure technique sur laquelle s'adosse l'action publique pour engager des dynamiques de bouclage des flux de matière. En fait, ils interviennent comme des formes de supplétifs de l'action publique. Je peux revenir dessus à la fin, pour des questions, mais un dernier point que je voulais évoquer, c'est finalement ce tropisme massique de la mise en problème du métabolisme parisien, donc cette idée que le problème du métabolisme parisien, c'est un problème en fait en termes de mégatonnes qui rentrent, qui sortent, qui circulent le territoire, et que finalement il s'agirait simplement d'intervenir de façon cinétique sur les flux de matière qui, en fait, s'agirait de boucler d'une certaine manière. Ça produit en fait une forme de tropisme de l'action publique sur les flux les plus lourds. C'est fondamentalement, dans un contexte aussi de restriction des ressources, avec aussi une action limitée de l'action publique, on se dit, en fait, qu'est-ce qui est le plus important par rapport au métabolisme parisien, par rapport au métabolisme francilien. Et ce qui est intéressant, alors je n'ai pas le temps de tout couvrir ça dans l'ensemble de ma contribution sur les raisons pourquoi est-ce que le BTP est un secteur qui est particulièrement important et pourquoi est-ce que le BTP a focalisé un peu ses stratégies d'économie circulaire. Mais en tout cas, la quantification et l'objectivisation par le biais de la statistique, en fait, entérinent une perspective beaucoup massive de l'action publique sur les questions de bouclage des flux. Et in fine, on a cette politisation du sujet métabolisme urbain par le biais du BTP, parce que le BTP, c'est le flux le plus important, parce que le plus lourd, au détriment d'autres critères environnementaux ou des critères peut-être de criticisation des flux de matière. Donc, vous savez, tout le montée en puissance des matériaux critiques, dans un contexte aussi géopolitique de plus en plus tendu. Et bien en fait, le caractère massif des flux de matière en fait, est entériné par cette approche du coup, de quantification qui finalement a construit en fait, un problème public cinétique autour du métabolisme urbain. Et voici pour la conclusion, donc, quelques éléments un peu principaux, mais en fait ce qui est intéressant c'est que dans mon travail, en fait, dans cette contribution que je vous ai proposée aujourd'hui, c'est qu'on a suivi finalement la trajectoire de ces cadrages métrologiques dans le contexte parisien pour mettre en évidence le caractère social et politique de ces processus. J'ai pu mettre en évidence aussi la genèse et les effets des instruments issus d'un champ de l'ingénierie, du coup l'EIT, et finalement qui enterrait en fait, une vision relativement désencastrée de l'espace social, que tu évoquais notamment dans un précédent article, en notre temps finalement une vision technique en faveur d'une frugalité matérielle et technique, mais qui en fait sort complètement des perspectives politiques et sociales en fait, associées à la région Île-de-France. Et donc, in fine, c'est dans mon travail une forme une forme d'écoute-pouvoir qui est utilisée par ces acteurs, en fait, mobilisée à statistique, en fait, une forme de cadrage de l'action publique, qui, donc là je pourrais en reparler lors des questions, mais c'est un peu sur cette perspective que j'ouvre un peu le débat, ou en tout cas que le papier ouvre un petit peu sur la suite, ça interroge une forme de modalité d'entrée de ces experts techniques, loin d'être neutre, parfois pas forcément conscient de ces acteurs, dans les processus politiques territoriaux et finalement dans une forme de configuration associée à ça. Voilà, je vous remercie et